Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Alors les 3 mots de l'actualité ce soir, je lis votre petit billet. Justement, billetterie, hôpital et piscine. Et oui, on commence par billetterie. La billetterie des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques surtout, connaît un bel engouement actuellement. 1 700 000, c'est le nombre de billets vendus pour les Jeux Paralympiques depuis le début des JO. C'est Tony Estanguet qui l'a annoncé ce matin, le patron de Paris 2024. En conférence de presse, il en est très content. La billetterie officielle des Jeux Paralympiques propose notamment une formule dédiée aux familles. Pour 2 billets classiques achetés, il sera possible d'acheter 2 billets enfants à seulement 10 €. L'organisation propose également un pass découverte pour vous permettre de découvrir plusieurs parasports sur une même journée pour seulement 24 €. Dans une conférence de presse, Amélie Oudéa-Castéra a également indiqué que l'État allait inviter 300 000 personnes pour ces Jeux Paralympiques dans le cadre de ce que vous savez, la billetterie populaire. On l'écoute. L'État invite 300 000 personnes pour ces Jeux paralympiques, près de 200 000 scolaires, 20 000 jeunes qui sont soit des jeunes défavorisés, des jeunes issus de l'enfance relevant des dispositifs de l'enfance protégée, avec notamment sur nos publics scolaires des jeunes qui viendront de toute la France, y compris outre-mer, avec leurs professeurs. Voilà, la ministre avec un petit effet bizarre derrière a pu faire ici Londres. C'est un peu ça. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je précise d'ailleurs que nous reparlerons tout au long de la semaine prochaine dans les vraies voix de ces Jeux Paralympiques. On aura des débats dessus, etc., etc. Deuxième mot, Antoine Mazère, hôpital. Et oui, c'est la crise de l'hôpital public qui continue de durer depuis plusieurs mois maintenant. Le problème, trop de patients à prendre en charge et pas assez de personnel soignant pour s'en occuper, comme à l'hôpital de Brest où plus de 130 patients ont dû attendre plus de 20 heures sur un brancard aux urgences avant d'être pris en charge, a recensé Thomas Bourris qui est le secrétaire général CGT CHRU Brest-Carré. Il était au micro de BFM TV ce matin, on l'écoute. Nous sur Brest en tout cas, on sait très bien qu'il y a énormément de patients qui attendent très longtemps sur des brancards aux urgences. Et là c'est incontestable, il y a même une étude en 2022 qui montre, l'ISERM menée à la PHP, qui dit clairement qu'il y a une augmentation de la mortalité pour des patients de plus de 75 ans qui attendent une nuit en brancard en attente d'hospitalisation. Donc c'est pour ça à Brest, nous on a fait le recensement, on a recensé plus de 130 patients qui ont attendu plus de 20 heures sur un brancard aux urgences avant d'avoir une solution de sortie ou un lit d'hospitalisation. Plusieurs patients ont dû attendre jusqu'à 70 heures avant d'être transférés dans une unité de soins. C'était à Nantes. Il a fermé il y a quelques jours le syndicat Force Ouvrière. Ils annonçaient également la mort de 4 personnes dans un communiqué. La direction de l'établissement, elle, reconnaît un seul de ces décès comme accidentel. À Marseille, autre information dans l'hôpital, des foyers de contamination de punaises de lit ont été identifiés aux urgences de l'hôpital Nord ce week-end. L'assistance publique des hôpitaux de Marseille a fait appel à des chiens renifleurs aujourd'hui, ainsi que des pièges ont été posés. Et dans un entretien accordé ce matin à Ouest France, Frédéric Valletoux, le ministre de la Santé démissionnaire, estime qu'une 50aine d'hôpitaux seraient actuellement en tension en France. Bon, on a l'impression qu'on n'en sort pas. Rapidement, une petite réaction des vraies voix. Pierre-Yves Martin, c'est à se déprimer, hein ? Oui, je sais pas si c'est à déprimer ou pas, mais c'est particulièrement troublant. Parce que pendant la crise sanitaire, il y avait eu une prise de conscience collective autour des enjeux de la transformation du monde hospitalier, et on a l'impression que tout a été oublié, sans même parler de mesures ou de programmes de transformation. On a l'impression que tout a été oublié. Et du coup que c'est sans fin ce problème. C'est comme un peu le sujet des banlieues. C'est comme un peu, on a comme ça 3, 4, 5 sujets pour la société française qu'on n'arrive pas à décrypter et à solutionner. Alors Catherine Evrard, je rappelle, vous êtes chasseuse de tête de dirigeants. Vous n'en avez pas un parce que c'est un problème aussi de gestion, j'ai l'impression. Oui, non, mais il y a avant tout payer mieux les médecins. Tout le monde le dit depuis des lustres, mais on n'a pas changé. Les médecins et les autres, les infirmiers, etc. Évidemment, les infirmières, elles sont super importantes. Et deuxièmement, arrêter d'alourdir les études de médecine. Parce qu'on en est arrivé à prendre des médecins étrangers, parce que nos médecins, ils font 10 ans, 12 ans, pour peu qu'il y ait une spécialité, je sais plus combien d'années. Bon. Et pendant ces années, les stagiaires devraient être payés. Alors je crois qu'il y en a qui le sont, mais je suis même pas très sûr. Enfin, moi, j'appartiens à une famille médicale. Je peux vous dire que mon oncle, qui était un ponte assez connu dans la médecine, j'arrêterai là, grand professeur de faculté de médecine, disait déjà, il aurait 110 ans, il disait déjà à l'époque que c'était une honte de traiter les infirmières comme
elles sont traitées, et que tant qu'on ne donnait pas un coup de pied dans la fourmilière sur les hôpitaux, on n'y arrivera jamais. Ouais. C'est tout. Mickaël Sadoun, le nom du prochain ministre de la Santé aura son importance, hein. Ah oui, complètement. Bon, même si je pense qu'évidemment les choses se décident toujours au niveau du président de la République, et ça s'est manifesté d'autant plus pendant le Covid. Il y a deux sujets à mon avis dans ça. Il y a d'abord le sujet du numerus clausus, qui était une des promesses du gouvernement qui n'a jamais été réalisée. Donc plus là, les 10 ans, c'est-à-dire que les 10 ans d'études, donc ça veut dire qu'on repousse. Il faudrait vraiment revenir sur ça, définitivement. La deuxième chose, c'est évidemment les moyens qui sont mis dans l'hôpital, mais les dépenses de sécurité sociale étant déjà record en France par rapport au reste de la planète, c'est un sujet de réallocation, c'est pas un sujet d'augmentation. Donc il faudrait par exemple en finir avec le personnel non soignant qui représente à peu près 30 à 35% de l'hôpital public, ce qui est énormissime, beaucoup plus qu'en Allemagne qui a à peu près 20%. Il faudrait en finir avec ces structures administratives trop lourdes pour mieux rémunérer les médecins et les infirmières, ce qui a été dit. Elles ont été augmentées de 180 € par mois pendant le Covid. C'était une très bonne chose. Je trouvais que le Ségur de la Santé était vraiment une bonne chose. Mais il faudrait encore mettre les bouchées doubles là-dessus. Vous êtes ministre de la Santé, vous, non ? Oui, c'est bon. J'ai préparé le dossier. Votre acte de candidature a été entendu. Écoutez, troisième... Si la France m'appelle... C'est beau, en toute modestie. Vous le faites très bien, Mickaël. Oui, c'est ça. Hein. Antoine Mazère, le troisième mot. Alors là, on décompresse, sympa, le mot c'est piscine. Eh oui, le club de natation de Léon Marchand qui souhaite récupérer le bassin olympique pour le ramener à Toulouse. C'est en effet le club des dauphins du TOEC de Toulouse où est licencié Léon Marchand, même s'il s'entraîne depuis 3 ans aux États-Unis. Bien avant les JO, la ville ainsi que le club avaient demandé à l'État et à la fédération de récupérer le bassin olympique à la suite justement des Jeux Olympiques. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Mondinck, en avait parlé il y a quelques jours dans Les Vraies Voix de Christine Bouillot de cette démarche. On l'écoute. Nous avons fait, le président du club, Vincent Gardot et moi, une demande, c'était en mai 2021, vous voyez, on n'a pas perdu de temps, où on s'est mis sur les rangs auprès de la Fédération française de natation pour récupérer un des 3 bassins olympiques, le plus grand bassin, celui qui compte 10 couloirs, où Léon a fait ses exploits. Et donc effectivement, nous sommes sur les rangs, c'est une décision que l'État doit prendre. Donc l'État doit prendre dans quelques jours. Et justement, pour en faire quoi de ce bassin ? Déjà, c'est un bassin qu'il souhaiterait baptiser la piscine Léon Marchand après les exploits du nageur toulousain. Ça, c'est bien. 4 médailles d'or et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Les dauphins du TOEC aimeraient intégrer ce bassin dans un projet ambitieux de 30 millions d'euros qui va prendre le nom de la Cité de la Natation. C'est un lieu immense de 10 000 mètres carrés sur 5 niveaux pour performer en natation avec au total 3 bassins, dont un bassin olympique extérieur, un bassin olympique de 25 mètres couvert et un bassin d'apprentissage. On retrouvera également une salle de musculation, un pôle médical, un lieu de vie avec restaurant et clubhouse et des salles de formation. Et c'est un projet qui devrait voir le jour dans moins de 3 ans, en 2027. Ben voilà, le renouvelable, c'était l'une des philosophies de ces Jeux de Paris 2024. Alors, 2027, ça aurait été bien un an avant, parce que comme ça, on pourra y préparer les Jeux de Los Angeles en 2028. Bon, il y avait beaucoup de réactions autour de la table. On doit y aller. Si c'est une seconde, Pierre-Yves. J'ai juste une question pour le Béotien. Ah oui, ben voilà, ça va. Comment fait-on pour transporter un bassin de 10 longueurs? Eh bien, vous venez de donner un sujet de reportage à Antoine Mazère qui nous le dira. Je serai dans le camion. Dans le courant de la semaine. Déjà, on va attendre la fin des Jeux paralympiques parce qu'ils vont en avoir besoin. Voilà. C'est vrai que ça va demander des... Heureusement que je vous ai dit une poignée de secondes à tous les deux. Oui. Merci. Mais c'est notre côté